Le 11 février dernier, nous avions déjà organisé une conférence en distanciel, comme on dit, terme à la mode, sur la prévention des difficultés de l'entreprise. Cette conférence a eu, je pense, un certain succès, puisque nous avons été conduits à programmer à nouveau ce sujet pour le 8 avril prochain. Voilà, donc je l'annonce, le 8 avril prochain, nous reprendrons le sujet de la difficulté, de la prévention des difficultés des entreprises, toujours dans le cadre de l'UPE. Donc, même s'il n'est pas là, je remercie Philippe Corsia d'offrir aujourd'hui, une nouvelle fois, au tribunal de commerce la possibilité de s'adresser directement aux entreprises du territoire, ce que le tribunal de commerce ne peut pas faire tout seul. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet également très connu des tribunaux de commerce, qui est le recouvrement des créances impayées. Alors, pour m'aider dans cette tâche, je devrais avoir autour de moi Madame Marie-Hélène Guitta, qui est la vice-présidente du tribunal, mais qui, hélas, est confinée chez elle en qualité de cas contact. Donc, elle devrait nous rejoindre pendant ce webinaire. Pour l'instant, je ne la vois pas raccordée. Marie-Hélène, si tu nous entends, n'hésite pas à intervenir. J'ai sur ma gauche, sur votre droite, Maître Didier Oudénaud, qui est greffier en chef du tribunal de commerce de Marseille et qui évoquera des points précis du recouvrement des créances impayées. Et sur ma droite, sur votre gauche donc, Maître Guillaume Bordet, avocat au barreau de Marseille, qui évoquera d'autres aspects du recouvrement des impayés. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un impayé? L'impayé, c'est un événement qui entraîne le blocage des flux financiers entre les acteurs économiques d'un pays et surtout le risque de contamination de l'ensemble de ces acteurs économiques. La logique de l'impayé, elle est hélas bien connue. Et pour ma part, au long d'une carrière de chef d'entreprise de plus de 40 ans, combien de fois ai-je pu l'entendre? Mon client ne me paye pas, donc je ne peux pas payer mes fournisseurs, mes charges sociales ou fiscales, voire mes collaborateurs. Il s'agit donc d'une source de très nombreux contentieux, voire pire, de défaillances d'entreprise. On peut noter qu'au travers de la crise économique que nous traversons en ce moment, l'État, par les PGE, les prêts garantis par l'État, c'est justement ce que l'État a voulu combattre, le blocage des flux financiers, en apportant aux entreprises la trésorerie nécessaire pour faire face à leurs engagements, même si on peut noter déjà des emplois de ces PGE pas tout à fait conformes à la règle. Par ailleurs, il faut aussi que le chef d'entreprise, le commerçant ou l'artisan comprenne que l'impayé, ce n'est pas quelque chose auquel on peut échapper facilement. L'impayé, je suis navré de le dire, mais c'est un risque naturel de l'entreprise et le chef d'entreprise doit s'y préparer en permanence et organiser son entreprise en conséquence. Qu'est-ce qui peut favoriser l'impayé? D'abord, une conjoncture. Ah, j'ai un retour là. Il faut demander aux gens de couper leur micro. Ah oui, alors on me demande, pour ceux qui ont le son d'ouvert sur les PC, de bien vouloir l'éteindre, le couper. Voilà. Donc je recommence. Donc une conjoncture économique défavorable peut conduire à une aggravation de ce risque. On le constate parfaitement bien aujourd'hui. Et les fournisseurs qui ont souscrit des assurances crédit voient le crédit accordé à leurs clients se réduire comme peau de chagrin. La conséquence est très simple, c'est la réduction du crédit accordé à ses clients, voire tout simplement la suppression du crédit fournisseur, ce qui oblige dans certains cas même les clients à payer leurs commandes au comptant.
Pour les mieux structurés, ceux qui disposent de fonds propres importants, le problème ne sera pas très important, mais pour les plus fragiles, cette situation peut conduire à une impasse de trésorerie qui, elle-même, peut conduire à de graves difficultés, comme la cessation des paiements. Un entrepreneur qui est valablement informé de ce risque d'impayé doit s'y préparer. Il doit s'y préparer à chaque instant de sa vie professionnelle. Et je prends toujours un peu la même image, un peu comme le conducteur qui monte dans sa voiture et qui boucle sa ceinture de sécurité. Le chef d'entreprise, il doit tous les matins, dans la gestion de son entreprise, boucler sa ceinture de sécurité et s'assurer que dans les actes économiques qu'il accomplira dans la journée ou dans la semaine, il respecte les règles qui feront que demain, s'il y a un impayé, eh bien, on sera mieux préparé pour le combattre. Comment peut-on assurer cette veille permanente? D'abord, par une analyse systématique du risque client. Alors là, on va tout de suite être obligé de faire une différence entre le mauvais payeur qu'on pourrait qualifier de professionnel, le mauvais payeur commerçant ou le mauvais payeur consommateur, personne physique. Car le risque, l'analyse du risque sera beaucoup plus complexe avec le particulier qu'avec le professionnel. Pour ce qui est du risque avec le professionnel, il existe aujourd'hui des structures spécialisées qui récoltent les signaux faibles envoyés par des entreprises en difficulté et qui peuvent, à ce titre, communiquer des informations très intéressantes aux fournisseurs. Quels sont ces risques? Quels sont ces signaux faibles? Eh bien, on les connaît bien dans les tribunaux de commerce. C'est l'entreprise qui ne dépose pas ses comptes annuels. C'est l'entreprise sur laquelle l'URSSAF, les caisses sociales, le trésor public prennent des nantissements ou des privilèges. Et ce sont également des entreprises pour lesquelles sont prononcées des ordonnances d'injonction de payer. D'accord ? Donc tous ces signaux faibles remontent, sont captés par ces sociétés d'analyse du risque client et permettent donc aux fournisseurs d'en être informés. Alors, je vais tout de suite poser la question à Maître Oudéneau de nous parler de cet outil qui existe au sein des tribunaux de commerce, des greffes des tribunaux de commerce, et qui, je pense, peut être à la disposition des entreprises pour connaître leurs clients. Merci, Président, de me donner la parole et merci à l'UPE 13 aujourd'hui de me permettre devant vous de parler de la prévention grâce à la connaissance du risque client et puis, dans un moment, des procédures possibles pour le recoupement de créances devant les tribunaux de commerce et notamment l'injonction de payer. Donc je serai chargé de présenter la procédure aujourd'hui. S'agissant de la prévention grâce à la connaissance du risque client, le président Latreille vient de le rappeler. Dans les tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui ont en charge la gestion d'un certain nombre de registres légaux. Le premier, sans doute le plus connu, c'est bien sûr le registre du commerce et des sociétés, mais également les registres des privilèges et des nantissements, puis les registres des agents commerciaux, puis les registres des auto-entrepreneurs, etc., etc. Donc un certain nombre d'informations légales qui sont centralisées sur nos registres, pour lesquels les greffiers vont opérer un contrôle de légalité des informations qui leur sont déposées. Et au cours des années, effectivement, les greffiers ont développé un certain nombre d'outils qui permettent de mieux connaître les clients de l'entreprise. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui sont destinés à des personnes spécifiques qui ont une mission de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme. On a un certain nombre de professionnels et de professions qui ont une activité qui les oblige à connaître particulièrement bien leurs clients. Je pense aux banques, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de gestion de portefeuille, etc. Mais aussi les professionnels du droit et du chiffre, comme les notaires, les experts comptables, les commissaires-priseurs, qui, eux, ont une mission de lutte contre la fraude importante.
et qui donc doivent particulièrement bien connaître les entreprises avec qui ils travaillent ou pour lesquelles ils exercent des missions. À côté de ça, les greffiers ont développé un outil qui s'appelle le KYC. Alors je sais que le président n'aime pas forcément cet acronyme anglo-saxon, Know Your Customer, c'est-à-dire en fait la connaissance du client. Et ce processus, il est donc indispensable pour lutter contre la fraude, mais aussi c'est un outil efficace, qu'on juge efficace pour évaluer le risque client. Puisqu'en fait, avant de penser au recouvrement de ces créances clients, l'intérêt pour l'entreprise, c'est de bien connaître son environnement, bien connaître les entreprises avec lesquelles elle travaille, et donc se préparer à éviter peut-être demain ce risque de recouvrement ou cette obligation de recouvrer des créances impayées. Donc je l'ai dit, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la fraude également, et la gestion du risque client. Qu'est-ce qu'on va trouver, ou plutôt quels sont les actes de connaissance, les axes de connaissance client qu'on va retrouver dans cet outil KYC? Évidemment, l'identité de l'entreprise ainsi que des personnes qui sont mentionnées au registre du commerce et des sociétés, l'ensemble des modifications qui peuvent être faites et qui vont émailler la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus récent, les bénéficiaires effectifs qui contrôlent véritablement l'entreprise. Ça, c'est intéressant quand on va avoir affaire à un prestataire, mais qui est le patron, en fait, à qui on s'adresse, qui est vraiment le patron en face de nous. Éventuellement les associés, parce qu'il peut y avoir justement d'autres associés, des filiales, etc., qui vont se raccrocher à la société cible à qui on s'adresse. La situation financière, évidemment, la connaissance des chiffres clés. Les états financiers annuels, tout ça, toutes ces informations vont être particulièrement précieuses pour vous, entrepreneurs, lorsque vous traitez avec une entreprise, puis les différentes activités, la localisation des différents établissements, etc. Toutes ces informations vont remonter vers vous, chef d'entreprise, pour mieux connaître les clients avec qui vous allez travailler demain. Alors, je sais que comme il faut être pragmatique, il faut parler aussi un peu des coûts de ce genre d'outils. En fait, on a veillé à faire des coûts qui sont relativement très abordables. S'il y a une question, peut-être, je vais y répondre. Non, c'est Marie-Hélène. Ah, c'est Marie-Hélène qui nous a rejoint. Je disais donc des coûts qui sont relativement simples. L'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition ces documents auprès de l'entreprise, de mettre des outils d'alerte. En fait, vous pourrez poser un certain nombre d'alertes sur les entreprises cibles si vous avez des informations que vous souhaitez voir remonter vers vous, ou alors dès qu'on aura l'entreprise cible mettra à jour des informations sur ces registres, les informations vous remontera. Le coût, il est simple, c'est 9,90 € pour les personnes morales, 3,90 € pour les personnes physiques pendant 1 an. Donc on cible, c'est vous qui décidez des entreprises que vous ciblez, donc en fonction de votre portefeuille client. Et pour les personnes morales, 9,90 € et pour les personnes physiques, 3,90 €. Voilà ce que j'avais à dire sur le KYC. Pour les personnes physiques, commerçantes, bien entendu, on ne parle pas des particuliers. Là, ce qui nous intéresse, c'est les informations qui sont dans les tribunaux de commerce, donc pas les particuliers, bien entendu. Voilà, Président. Merci Didier, c'est parfaitement clair. Et donc, on vient de préciser une chose importante. Avant de faire du crédit, arrangez-vous quand même pour savoir à qui vous faites du crédit. Vous avez tous emprunté de l'argent auprès d'une banque. Vous avez vu comment ça se passe. Vous avez des tas de papiers à fournir avant que la banque accepte ou n'accepte pas même de vous prêter cet argent. Donc, entourez-vous de toutes les précautions nécessaires. Et comme Maître Oudonneau vient de le dire, de déjà savoir qui est véritablement la personne qui demain vous devra de l'argent, eh bien, des outils existent dans ce sens. Alors, on continue un petit peu. La maîtrise du risque client, bien sûr, c'est connais bien ton client, puis utiliser des documents de vente qui soient clairs, connus et acceptés de tous, en particulier les conditions générales de vente. Il faut également des documents de vente sans équivoque. On voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises du bâtiment qui traitent finalement sur des devis, qui sont des devis acceptés. Il faut que ces gens sachent que lorsqu'ils vont se trouver devant un tribunal, le tribunal va être très mal à l'aise. Parce que oui, ce devis accepté vaut contrat, mais très souvent, il ne comportera pas les informations nécessaires dont le juge aura besoin pour trancher le litige. Nous préférons bien plus, comme le font d'ailleurs les grandes entreprises du bâtiment, qu'il y ait un marché général dans lequel toutes les choses sont définies, les conditions de paiement,
la date de commencement des travaux, la date de fin de travaux, les pénalités de retard, les retenues de garantie s'il y en a, etc. Et que ce marché fasse référence au devis. D'accord ? Mais nous considérons, nous, que le devis est une pièce du marché. Le devis ne devrait pas être en lui-même le marché. Il faut également que ces documents soient en phase avec la réglementation en vigueur. Vous savez aujourd'hui que votre facture, elle doit comporter les pénalités et intérêts de retard qui sont dus par votre client en cas d'impayé. Ce sont les dispositions de l'article 441-10 du Code de commerce qui sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être contournées par aucun contrat ou aucune disposition spéciale. Eh bien, ça ne coûte pas grand-chose aujourd'hui, avec les moyens de traitement de texte modernes, que d'avoir sur chacune de ces factures le taux d'intérêt qui sera dû si la facture n'est pas payée dans les délais, comme également de réclamer, ce que tout le monde oublie, cette pénalité de 40 € par facture impayée. Il faut également, pour minimiser le risque, ah oui, j'oublie également, très important, pour ceux qui font de la livraison de marchandises, livraison de biens, eh bien, n'oubliez pas les clauses de réserve de propriété. Les clauses de réserve de propriété, ça marche très bien. Nous le voyons, nous, tribunal de commerce, lorsque nous sommes en procédure collective, des entreprises viennent nous réclamer la restitution de marchandises qu'elles ont livrées, qui ne sont pas payées et qui sont prises dans la procédure collective. Qu'est-ce que nous réclamons ? Nous réclamons l'existence de clauses de réserve de propriété, clauses de réserve de propriété qui doivent être apparentes sur les documents de vente, c'est-à-dire apparentes à tout le moins sur le bon de livraison. Mais l'idéal est d'avoir les clauses de réserve de propriété à la fois sur le bon de commande et à la fois sur le bon de livraison. J'oserais dire que les clauses de réserve de propriété sur la facture, c'est sans doute un peu tard, puisque là, la vente a déjà été faite. Il faut également être vigilant sur les conditions de paiement que vous accordez à vos clients, qui sera un facteur important de la limitation du risque. Dans ma carrière professionnelle, je livrais des biens à des entreprises, et souvent ces entreprises venaient me voir avec des difficultés de paiement parce qu'ils n'étaient pas payés des travaux qu'ils avaient réalisés. Et j'étais chaque fois scandalisé de voir que les impayés pouvaient représenter 40, 50, 60% du prix des travaux. Pourquoi ? Parce qu'on fait confiance, d'accord ? Peut-être parce qu'aussi les travaux se déroulent assez vite, on n'ose pas faire une situation intermédiaire, on se retrouve à l'issue du chantier avec 50, 60, 70% du prix des travaux qui n'est pas payé, et à ce moment-là, c'est évidemment extrêmement simple pour le particulier que d'objecter des malfaçons pour ne rien payer du tout. Donc, la meilleure façon d'éviter ça, eh bien, c'est la prise d'acompte ou l'établissement de situations intermédiaires. Mais bien évidemment, tout ça, il faut que ça soit prévu à l'avance, d'où l'importance d'un marché de travaux convenablement rédigé. Et les avocats sont là pour le faire, pour vous y aider à le faire. Dernier point, dernière règle, puisqu'on parle de travaux, les impayés en matière de travaux étant des impayés parmi les plus fréquents. Ce qui nous manque souvent en tant que juge, c'est un document qu'il est pourtant de la plus extrême simplicité d'obtenir, c'est le procès verbal de réception des travaux. Lorsque vous avez fini vos travaux, vous faites signer à votre client un procès verbal de réception des travaux. Ce n'est pas un document inutile, c'est au contraire un document d'une immense portée juridique et judiciaire, puisque c'est un document qui marque la fin de la période contractuelle, qui caractérise la livraison du bien au client final et, disons, que dans une immense majorité des cas, une entreprise qui va venir devant nous avec des sommes impayées et un procès verbal de réception de travaux signé, même avec des réserves, condition que ces réserves soient relativement limitées, eh bien, en général,
nous faisons droit à la demande en paiement. Voilà donc les 6 règles qui, si elles étaient respectées en amont de la difficulté, permettraient à l'entreprise de régler son problème d'impayé beaucoup plus facilement. Donc, quels sont les outils à votre disposition et qui vont être examinés un petit peu plus tard? Tout d'abord, et Maître Oudonneau l'a annoncé, la requête en injonction de payer. Vous verrez tout à l'heure que c'est une solution extrêmement économique, rapide et efficace. Puis, bien sûr, ce que nous appelons l'action au fond, c'est-à-dire l'assignation du client devant une juridiction, avec sa variante, l'action au fond à bref délai, et enfin l'action en référé. Tous ces 3 points-là seront abordés par Maître Bordet, en plus, Sarine. Avant d'aller dans le détail de ces 4 procédures, il faut se poser un certain nombre de questions. On ne part pas la fleur au fusil sans trop savoir où l'on va. Le client nous doit de l'argent, oui, mais comment faire? Donc les questions à se poser. Déjà, la première question, c'est dans quelle nature de juridiction est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais aller devant une juridiction civile, un tribunal d'instance, un tribunal de grande instance, ce qu'on appelle aujourd'hui le pôle de proximité ou la chambre de proximité d'un tribunal judiciaire? Ou est-ce que je vais aller devant la juridiction commerciale? Je mets de côté le tribunal administratif auquel vous seriez éventuellement confronté si c'était une municipalité qui vous devait de l'argent. Donc, ce choix, il faut le connaître au départ. Quels sont les grands critères? C'est tout simple. Si celui qui vous doit de l'argent, c'est un particulier, ou si c'est une SCI, ou si c'est même un artisan. Alors attention, entendons-nous bien, un artisan qui ne fait que vendre le fruit de son travail, c'est-à-dire un peintre qui peint, mais sans pour autant fournir de la peinture. L'artisan sera poursuivi devant le tribunal civil, et donc la chambre de proximité ou du tribunal judiciaire ou le tribunal judiciaire. La différence se fait sur le montant de l'impayé. À moins de 10 000 €, on sera sur la chambre de proximité. À plus de 10 000 €, on sera sur le tribunal judiciaire. Par contre... Artisan, personne physique. Oui, artisan, personne physique, bien évidemment. C'est-à-dire que l'artisan qui exercerait en société commerciale, en SARL, etc., serait attrait devant le tribunal de commerce. Je dirais même plus, l'artisan qui fournit des marchandises. Ouais. L'artisan qui, par exemple, vous installe un lavabo et vous fournit le lavabo et le robinet. Cet acte de commerce, lui, se traiterait devant le tribunal de commerce parce que, outre sa mission d'artisan, il y a un acte de commerce derrière qui est constitué par la vente d'un lavabo et d'un robinet. Devant le tribunal de commerce, on emmènera un commerçant ou un artisan qui commet des actes de commerce, sachant que si, en tant que créancier, vous ne pouvez pas attraire un particulier ou une SCI devant le tribunal de commerce, il faut savoir que ce particulier ou cette SCI peut, elle, parfaitement vous attraire devant le tribunal de commerce. Ça, je dirais, c'est dans le cas où la procédure est inversée et c'est vous qui êtes poursuivi et non pas vous qui poursuivez. Je pense que c'est intéressant de le dire. Certains vont devant le tribunal de commerce parce qu'il paraît que les tribunaux de commerce rendent des décisions beaucoup plus rapides que les tribunaux civils. Mais c'est la rumeur. En tant que président du tribunal de commerce de Marseille, je me garderai bien de le dire directement. Ce qui est important également, n'essayez pas d'imposer une clause attributive de juridiction dans vos marchés et vos contrats de vente avec un particulier, ça ne marche pas. On ne peut pas opposer une clause attributive de juridiction à un particulier. La clause n'est valable qu'entre commerçants. Voilà la première question.
je vais devant un tribunal civil, je vais devant un tribunal de commerce. Ça prend 15 secondes pour le décider. Ensuite, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais aller à Marseille? Où est-ce que je vais aller si mon client habite à Toulon? Est-ce que je vais aller à Toulon? Eh bien, le Code de procédure civile nous dit que dans les grandes lignes, le lieu est celui où réside, où le défendeur, c'est-à-dire votre débiteur, votre client, a le siège de ses activités. D'accord? Donc, si vous assignez un commerçant qui a son siège à Cannes, eh bien, il faudra assigner à Cannes. S'il est à Nice, il faudra assigner à Nice. S'il est à Toulon, il faudra assigner à Toulon. Toutefois, l'article 46 précise aussi que le demandeur, malgré l'article 42, il peut aussi assigner, au lieu de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service, qui n'est pas forcément le siège du défendeur. En matière délictuelle, alors quand on parle de délictuel, le mot délit fausse un peu le raisonnement. Matière délictuelle, ce sera une situation dans laquelle vous rechercherez la responsabilité de quelqu'un dans le cadre d'un dommage qui vous a été causé. Eh bien, par opposition à la matière contractuelle, où vous rechercherez la responsabilité de quelqu'un dans le cadre d'une inexécution contractuelle, comme par exemple le non-paiement de la facture. Donc en matière délictuelle, en général, on assigne au lieu où le dommage a été constaté. Donc, quand il s'agit de travaux, eh bien, c'est en toute logique, assez souvent, l'endroit où les travaux ont été réalisés. Maître Oudonneau le dira tout à l'heure, dans le cas d'une injonction de payer, dans tous les cas de figure, c'est l'adresse où habite, où votre créancier, votre débiteur, votre défendeur a son siège social. Troisième point, j'y vais tout seul ou j'y vais avec mon avocat? Alors, soyons clairs, on peut se défendre tout seul devant un tribunal de commerce, jusqu'à 10 000 euros. Jusqu'à une demande de 10 000 euros, le commerçant peut prendre son dossier sous le bras et venir le défendre devant le tribunal de commerce. Par contre, si sa demande excède 10 000 euros, il doit être obligatoirement assisté et représenté par un avocat. Ce qui ne lui interdit pas d'être là s'il a envie d'être là, mais il aura besoin d'un avocat. Il nous arrive souvent de voir des chefs d'entreprise se défendre tout seuls à la barre de nos différentes chambres. Certains le font très bien, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils ont un certain goût pour la chose, parce qu'ils connaissent bien leur dossier en général aussi. Mais attention, plaider un dossier devant un tribunal, vous risquez de commettre des erreurs, d'oublier de demander des choses qui peuvent vous être accordées. Et c'est donc une pratique à n'utiliser que lorsqu'on est vraiment très sûr de soi. C'est la même chose devant un tribunal de proximité ou devant la chambre de proximité d'un tribunal judiciaire, c'est-à-dire tribunal civil avec une demande inférieure à 10 000 euros. Vous pourrez également vous défendre tout seul si vous en avez envie. Par contre, au-delà de 10 000 euros, pour une demande devant un tribunal civil, vous serez obligé d'aller devant le tribunal judiciaire et là, la constitution d'avocat est obligatoire. Donc, vous serez obligé de constituer avocat. Peut-être posez-vous des questions sur ce terme de chambre de proximité, tribunal de proximité. Comprenons bien que dans le temps, on avait ce qu'on appelait les TI, les tribunaux d'instance. C'est aujourd'hui le tribunal de proximité. D'accord ? Et nous avions des TGI, tribunal de grande instance, qu'on appelle aujourd'hui le tribunal judiciaire. Donc, dans une ville comme Marseille, puisque nous sommes à Marseille, il y avait un tribunal, un TGI et un TI intégrés au sein du tribunal de Marseille, du TGI de Marseille. Donc, aujourd'hui, le TGI est devenu TJ et le TI est devenu la chambre de proximité du TJ. Par contre, il y avait un tribunal d'instance à Aubagne, par exemple. Et bien aujourd'hui, ce tribunal d'instance à Aubagne est devenu tribunal
de proximité. Donc la représentation par avocat, on l'a vu, et reste un dernier point, la nature des débats. La nature des débats, eh bien, deux cas de figure. Lorsque l'on est devant le tribunal de commerce ou lorsqu'on est devant la chambre de proximité du TJ ou devant le tribunal de proximité, nous avons des procédures orales. C'est-à-dire que vous défendez oralement des conclusions que vous déposerez, mais vous pouvez à tout moment modifier votre demande, ajouter des demandes, retirer des demandes. D'accord ? Par contre, lorsque vous êtes devant un TJ, où la procédure est dite écrite, vous êtes tenu parce que vous avez écrit et vous ne pouvez pas, Maître Bordet me contredira si nécessaire, vous ne pouvez pas modifier les conclusions qui ont été déposées après la clôture de la mise en état de votre dossier. Voilà. Donc, je me suis bien préparé à l'impayé. Je sais où je vais aller et comment je vais aller pour réclamer les sommes qui me sont dues. Alors, être certain de son droit, son bon droit, oui. Monsieur le Président, avant que vous continuiez, un petit rétropédalage pour vous poser une question, s'il vous plaît. Alors, il y en a deux. Il y en a une première qui vous demande d'aborder les points d'injonction de payer et le recours en paiement par droit d'assignation, mais ça, je pense que c'est prévu. Oui, bien sûr. Et après, il y a une deuxième question qui est posée, qui est-il normal que le juge du TJ de Marseille… C'est la même, elle est indirecte. C'est le corollaire de la précédente. D'accord. Donc, ça sera développé par Maître Oudéa. Ça sera développé tout à l'heure, d'accord. Merci. Oui, je crois comprendre si on nous pose la question de savoir si la procédure d'injonction de payer existe dans le tribunal civil. Non, c'est plutôt une critique. Donc je pense que Maître Oudéa pourra… Alors, je veux bien répondre aux critiques. Je vous prêterai mes lunettes, mon cher maître. Je pense que c'est… Alors la question telle qu'elle est posée… On va y revenir dessus. On va y revenir. C'est quasiment fini. Je tiens vraiment à expliquer que ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que on ne va pas devant la justice la fleur au fusil. C'est le meilleur moyen pour se retrouver sur son derrière et perdre son procès et surtout pas comprendre pourquoi on l'a perdu. D'accord ? Donc, je viens déjà d'exposer les vraies questions à se poser. Ensuite, on va préparer son dossier. On va préparer son dossier et il va falloir, même si on est certain qu'on a droit, qu'on est dans son droit, il va falloir l'expliquer et convaincre le juge. D'accord ? Et on ne va pas le convaincre avec n'importe quoi. On va le convaincre avec des éléments de preuve. Alors, là aussi, on aborde un problème qui est un peu délicat. La charge de la preuve. La charge de la preuve, eh bien, en droit français, elle varie. Elle varie selon que nous sommes entre commerçants ou que nous sommes entre commerçants et particuliers. Si vous avez en face de vous un particulier, la charge de la preuve, il faudra que la preuve soit complète. C'est-à-dire qu'il vous faudra un bon de commande, valablement daté, signé. Il vous faudra un bon de livraison ou un procès-verbal de réception des travaux. Il vous faudra des factures convenables, d'accord ? Pour déjà prétendre à être payé de cette somme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en matière de relation avec le particulier, la modification du contrat initial, si le contrat est écrit, elle doit être écrite. D'accord ? Combien de fois voit-on dans des marchés de travaux, je fais des travaux pour un montant donné, et en cours de travaux, le client me demande des travaux supplémentaires. Ça, c'est la grande tarte à la crème des tribunaux. D'accord ? On me demande ces travaux supplémentaires et bien sûr, mon client est un type charmant, je le connais très bien et je vais faire ces travaux supplémentaires et je vais lui en présenter la facture. Eh bien, il ne la paiera pas. Il ne la paiera pas, enfin tout au moins certains ne la paieront pas et quand vous irez devant un tribunal, vous perdrez votre procès. Vous perdrez votre procès parce que vous ne serez pas capable de rapporter la preuve de l'existence, de la commande de ces travaux, et vous ne serez pas capable de la rapporter parce que vous n'aurez tout simplement pas demandé un bon de commande. D'accord ? Et en matière de travaux, je vous rassure, je peux d'ores et déjà vous dire que la demande d'un architecte ne suffit pas, sauf si vous avez un document écrit qui démontre que l'architecte est le mandataire de votre client et qu'il avait pouvoir pour passer la commande. Donc attention, quand on est avec un particulier, le particulier est très protégé par le Code de la consommation
il faut y aller avec ceinture, bretelles, chapeau, parapluie, tout ce que vous avez. Avec le commerçant, entre commerçants, l'article 110.3 du Code de commerce, c'est-à-dire le 3e article du Code de commerce, d'accord ? Le Code de commerce nous dit, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, d'accord ? Donc là, c'est beaucoup plus détendu. Et la discussion entre le fournisseur et le vendeur, commerçant, sera beaucoup plus détendue, beaucoup plus facile. Et, par exemple, le bon de commande pourra ne pas être une pièce indispensable de la preuve, un élément indispensable de la preuve, si vous avez un bon de livraison signé. D'accord ? Surtout si vous êtes, c'est le cas des marchands de matériaux, si vous êtes dans des ventes répétitives, des actes répétitifs, où on vient au comptoir d'un marchand de matériaux, on enlève des matériaux, on enlève des marchandises, et souvent, on les enlève sans bon de commande, et c'est simplement le bon de livraison signé. Voilà. Ça, le juge acceptera de condamner à payer quand la relation commerciale est établie sur cette base et qu'un bon de commande peut manquer. Voilà. Donc déjà, vous voyez, là, vous commencez à préparer votre dossier. Donc, en particulier, attention, il me faut, comme on dit, des biscuits, il faut que je sois bien armé, professionnel, je peux déjà assouplir mon raisonnement. Si vous êtes dans le recouvrement de factures, la chaîne de documents, ça sera bien évidemment le bon de commande daté, signé. Ça sera le bon de livraison daté, signé. Ça sera la facture dont vous réclamez le montant. Ça sera l'extrait du compte comptable dans votre comptabilité de ce client certifié, sincère et véritable, par vous-même, ça suffit. Par votre expert comptable si vous le voulez, mais certification par le dirigeant, ça suffit. Éventuellement, les lettres de relance que vous pouvez déjà avoir faites. Et surtout, il faudra un dossier de contentieux ne peut pas s'imaginer sans la mise en demeure. La mise en demeure, c'est une lettre recommandée. C'est un document que vous pouvez faire par vous-même, d'accord ? Où vous mettez en demeure votre client de vous payer ce qu'il vous doit. Pourquoi cette mise en demeure est-elle importante ? D'abord parce que dans certaines procédures, elle vous sera exigée, mais surtout, elle va marquer le point de départ des intérêts moratoires. C'est-à-dire que si vous souhaitez réclamer des intérêts de paiement à votre client, le juge retiendra la date de la mise en demeure. Et s'il n'y a pas de mise en demeure, le juge retiendra la date à laquelle vous avez à signer, sachant qu'il peut parfois s'être écoulé 12, 18 ou 24 mois entre le moment où vous avez commencé à avoir des difficultés avec ce client et le moment où vous avez à signer. Voilà, je crois que je vous ai pratiquement tout dit sur ce sujet. Le procès-verbal de réception de travaux qui résulte de la nature de la créance, c'est-à-dire une créance de travaux, je le répète, est une pièce qui a toute son importance lorsque on est sur des travaux impayés. Alors, une fois que je me suis bien comporté, que j'ai bien monté mon dossier, que je sais où je vais aller réclamer auprès de quel tribunal, civil ou de commerce, dans quelle ville. Une fois que j'ai arrêté tout ça, mon avocat peut le faire pour moi, mais pourquoi le chef d'entreprise ne serait-il pas capable aussi de le faire lui-même ? D'accord ? On va aborder donc le premier outil de recouvrement de votre créance, qui est la procédure d'injonction de payer. Donc, je vais laisser la parole à Maître Oudénaud, qui va nous l'exposer par le menu détail, en rappelant toutefois 4 points importants. La procédure d'injonction de payer ne vise que des factures. On ne peut pas réclamer de dommages et intérêts par une procédure d'injonction de payer. C'est une procédure extrêmement simple et rapide. Le tribunal de commerce de Marseille saisit d'une requête le premier du mois. Nous émettons l'ordonnance dans les 8 ou 10 jours qui suivent. Donc le titre qui pourra éventuellement plus tard être exécuté, vous pouvez l'obtenir très rapidement.
Donc c'est une procédure rapide, c'est une procédure qui est peu coûteuse, mais hélas, elle a un travers, c'est qu'elle n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que ce titre, vous l'obtiendrez sans que votre client le sache. Et comme elle n'est pas contradictoire, et c'est un des piliers du droit français, votre client aura donc toujours la possibilité d'y faire opposition, mais Maître Oudonot va nous expliquer dans quelles conditions. Merci, Président. Quelques chiffres, c'est important de rappeler les chiffres devant le tribunal de commerce de Marseille. On va se limiter à notre juridiction marseillaise, mais c'est important. On a parlé de trois procédures principales, l'injonction de payer pour le recouvrement de créances, la procédure de référé et la procédure au fond. Devant le tribunal de commerce de Marseille, les référés, chaque année, c'est à peu près 300 dossiers de référés provision, après les référés expertise, etc., mais c'est à peu près 300 demandes en provision. S'agissant des dossiers au fond, c'est à peu près 1800 à 2000 dossiers chaque année. Pour les injonctions de payer, c'est entre 3500 et 4000 requêtes qui sont présentées chaque année au président du tribunal de commerce, soit des juges délégués qui sont spécialisés dans le suivi de ces procédures. Ce qui est important, c'est qu'on rappelait tout à l'heure que la procédure par avocat est obligatoire à partir de 10 000 €, mais en matière d'injonction de payer, on n'est pas tout à fait dans une instance, en fait, puisque le président Latreille le rappelait il y a un instant, on n'est pas dans une procédure contradictoire. Et donc, on peut engager une procédure de référé, une requête en injonction de payer, pour des créances qui peuvent être supérieures à 10 000 €. Ça ne pose pas de problème de ne pas avoir l'avocat pour cette partie-là du démarrage de la procédure d'injonction de payer. On va le voir. C'est important parce que en 2019, par exemple, le recouvrement des injonctions de payer par la procédure, enfin, le recouvrement des créances par la procédure d'injonction de payer en 2019, c'est 24 millions d'euros. Donc je disais Marseille. À Marseille, oui, à Marseille. Donc c'est quand même très important en termes de recouvrement et d'efficacité de ce recouvrement sur les condamnations qui ont été prononcées par les juges délégués aux injonctions de payer. Et puis sur ces 3700 à peu près procédures en injonction de payer, on compte un taux d'opposition. Donc on va attaquer ensuite un débat contradictoire qui est relativement bas, voire très bas, puisqu'il est autour de 5%. C'est à peu près 200 oppositions sur les 3500 à 3800, 4000 procédures chaque année. Donc c'est un taux relativement bas, ce qui montre a priori l'efficacité de cette procédure. On le dit souvent en matière de recouvrement de créances, l'efficacité et les résultats sont intimement liés à la rapidité. C'est ce qu'on appelle le prix de la course. Le premier créancier qui est arrivé, c'est le premier servi. Donc, on a tendance à engager ces procédures de référé rapidement et on comprend l'importance de la mise en œuvre dans le schéma général du recouvrement de créances des procédures d'injonction de payer. Malgré tout, tout à l'heure, le maître Bordet nous le dira, il y a un certain nombre de limites, d'écueils à l'injonction de payer qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut bien mesurer quand on engage la procédure. Alors, injonction de payer, on peut présenter l'injonction de payer, son champ d'application. Le président Latreille en a beaucoup dit, donc je vais être rapide sur ces points. Et puis on va regarder en particulier la procédure et les outils de l'injonction de payer. L'idée, c'est quoi? C'est d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur lorsqu'on va engager cette procédure en injonction de payer. L'efficacité, on a dit, c'est la rapidité du traitement de la requête. On a cité un calendrier, je vais vous en donner un récent. L'exemple d'une demande d'injonction de payer qui a été présentée en 2021, déposée le 8 janvier, réception de la requête par le greffe de la requête en injonction de payer. Le juge a analysé très rapidement cette requête et il a rendu son ordonnance portant injonction de payer le 12 janvier. 4 jours. 4 jours. Signification de l'ordonnance par le créancier le 14 janvier. Et donc, un mois après, on verra les délais tout à l'heure, le 16 février, délivrance par le greffe du titre exécutoire, c'est-à-dire un mois après la signification, 1 mois et 2 jours après les significations. Donc, on retient quoi? Effectivement, cette rapidité de procédure, 1 mois et 1 semaine pour avoir un titre et à la même force exécutoire
qu'un jugement. Donc là, on peut penser que le créancier a une décision rapide et efficace en un mois. Un coût modéré, le président Latreille l'a rappelé, le coût pour une injonction de payer, les frais de greffe, frais de procédure devant le greffe, 33,47 €. Un inconvénient, procédure non contradictoire, c'est-à-dire qu'on n'attrait pas à cette procédure le débiteur, qui aura la possibilité, évidemment, de faire une opposition à la décision qui sera rendue. Je reviens un peu en amont de cette décision. On l'a dit, c'est une procédure qui est adaptée au conflit qui essentiellement porte sur le paiement d'une facture ou des effets de commerce. La plupart du temps, la créance doit avoir une cause contractuelle. On doit avoir un montant dû qui doit être clairement déterminé dans la requête. Alors, le créancier a aussi la possibilité de recourir à cette procédure d'injonction de payer. C'est la loi d'Aï de 1981 qui a évolué, mais globalement, si on est sur l'acceptation ou le tirage d'une lettre de change, mais c'est assez rare, la souscription d'un billet à ordre ou l'acceptation d'une cession de créance. Les chèques sont écartés d'ailleurs de cette procédure d'injonction de payer. Notez aussi qu'il n'y a pas de plafond. Il est possible de faire une demande d'injonction de payer aussi au titre des intérêts d'une dette, d'une clause pénale, de frais irrépétibles, mais pas de demande de dommages et intérêts dans la requête qui est présentée. Donc, la première phase, ça va être la présentation de la requête en injonction de payer. Alors, on part du postulat dans mon exposé qu'on est bien devant le tribunal de commerce et qu'on est bien face à un commerçant qui peut être attrait dans cette procédure d'injonction de payer. Deuxième phase, on va le voir, l'ordonnance. Troisième phase, la signification dans la procédure. Quatrième phase, la délivrance du titre exécutoire. Et puis on verra en toute fin d'exposé le cas de l'opposition à injonction de payer. Comment déposer la requête? C'est assez simple, il y a deux voies rapides. La voie traditionnelle qui va être la voie papier. On va adresser l'injonction de payer soit par courrier, soit par dépôt de cette requête au guichet du greffe. Mais il existe également une voie dématérialisée qui peut permettre justement aux entreprises qui font du recouvrement, qui ont des petites créances auprès de fournisseurs nombreux, d'engager des procédures rapides par la voie dématérialisée, notamment au travers du tribunal digital. Le tribunal digital est également un service qui est proposé sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, vos clients fournisseurs peuvent être partout sur le territoire, donc il y a des tribunaux de commerce partout sur le territoire. Et en utilisant ce tribunal digital, vous pouvez directement déposer votre requête en injonction de payer devant l'ensemble des 141 tribunaux de commerce français et d'outre-mer d'ailleurs aussi, puisque la procédure peut également être faite par le tribunal digital de manière dématérialisée aussi pour les juridictions ultramarines. On envoie le dossier au greffe, où on le porte, où on est passé par ce tribunal digital. Qu'est-ce qu'on va adresser dans son dossier? Une lettre d'envoi avec un certain nombre d'éléments de référence de l'entreprise sur le dossier et sur la requête qui est présentée. Un formulaire assez classique et qui est disponible en ligne. C'est un formulaire CERFA assez classique. Les pièces justificatives, alors le président en a rappelé toute une série d'actes intéressants, c'est-à-dire les bons de commande, les bons de livraison, les contrats, les mises en demeure, les régularisations éventuelles qui ont pu être opérées par le débiteur, les lettres recommandées. Donc ça, c'est important. Le chèque, évidemment, ou le règlement que vous aurez fait par Internet. Voilà le dossier relativement simple, vraiment, à constituer en quelques éléments fournis ou de manière dématérialisée ou dans un dossier papier. Vous pouvez relativement rapidement préparer ce dossier, le prix étant le même d'ailleurs sur le tribunal digital. Le tribunal digital est intéressant parce qu'il vous permet de déposer une requête en injonction de payer, mais il pourrait également vous permettre, Maître Bordin en parlera, de faire une requête, une assignation en référé ou même une assignation au fond, ou déposer des requêtes auprès du président, demander même des rendez-vous dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises au président du tribunal. Et puis en matière de procédure collective, de déclarer des créances, de présenter des requêtes au juge commissaire. Donc un certain nombre d'outils au travers du tribunal digital qui peuvent vous faciliter la vie, surtout dans cette période de crise sanitaire où les déplacements sont évidemment plus complexes. L'ordonnance. Deuxième phase, vous avez présenté donc cette requête au juge
de l'injonction de payer. Le président, naturellement, nativement, c'est bien le président qui a compétence pour rendre cette ordonnance. Et dans un tribunal comme Marseille, je crois qu'on a 4 juges délégués aux injonctions de payer. Dont un qui nous regarde. Exactement, je l'aperçois, monsieur Attas. C'est bien ça. Que j'aperçois. Alors, cette ordonnance portant injonction de payer, elle est rendue par ce juge délégué ou le président du tribunal. Ce qui est intéressant, c'est que le juge va rendre une ordonnance d'injonction de payer si la demande lui paraît fondée. Le juge a la possibilité de décider de faire droit à cette demande en totalité ou en partie. Et évidemment, il a la possibilité de rejeter la requête si la demande lui paraît infondée ou irrecevable. Notons que si le juge rejette complètement la demande, c'est sans recours pour le créancier. Donc là, il a... Et pour répondre à une question, et c'est sans motivation. Et c'est sans motivation, exactement. Le magistrat n'a pas... Question, Voilà. Non, mais quelqu'un posait la question de savoir pour quelles raisons il pouvait y avoir des rejets d'injonction de payer sans donner aucun motif de rejet. En la matière, dès lors que ce n'est pas une procédure contradictoire, le magistrat n'a pas à expliquer la raison pour laquelle il n'a pas fait droit à la demande. Mais je reviendrai dessus dans les explications. Mais par contre, comprenons-nous bien, c'est un fusil à un coup. La requête en injonction de payer. Ou vous avez l'ordonnance, ou vous êtes rejeté. Si vous êtes rejeté, la fenêtre injonction de payer se ferme et vous n'avez plus que les voies au fond comme recours ou en référé. Alors je crois qu'il y avait une question, mais je ne suis pas sûr de la bonne lecture, mes yeux n'allant pas jusqu'au tableau, concernant la présentation d'une requête avec un mandataire, c'est ça? J'ai vu ça tout à l'heure ou pas? Non. Tant mieux. Alors, j'y répondrai. Il y en a une, par contre, sur le délai. Oui, mais j'y répondrai parce qu'en fait, ça ne concerne pas du tout l'injonction de payer. C'est le cadre général. D'accord. Donc, troisième phase, on a dit, j'ai déposé ma requête, j'ai obtenu une ordonnance du juge de l'injonction de payer qui a rendu une ordonnance a priori favorable. Le créancier, à ce moment-là, va procéder à la signification par l'intermédiaire d'un huissier de justice, signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Donc, dès que cette ordonnance portant injonction de payer est rendue par le juge de l'injonction de payer, le greffe va adresser une copie certifiée conforme de cette décision au créancier ou d'ailleurs à son mandataire. Et à ce moment-là, le créancier, retenez ce délai, doit signifier cette décision au débiteur dans un délai de 6 mois de sa date à peine de caducité. Donc on a 6 mois à partir du moment où le juge a rendu la décision pour signifier au créancier l'ordonnance d'injonction de payer. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire tout de suite. Et il n'y a aucune raison de ne pas le faire tout de suite, mais parfois on a des négociations en cours, etc. Et donc le créancier, face à cette ordonnance d'injonction de payer, va peut-être négocier avec son créancier. Donc attention à la caducité après 6 mois. Voilà, exactement, après 6 mois. Au bout de 6 mois, tout simplement le créancier, au bout de 6 mois plutôt, au bout de 1 mois à compter de la signification, donc suite à l'expiration du délai d'opposition, c'est 1 mois ce délai d'opposition, à partir du moment où le créancier va être amené à recevoir cette injonction de payer, à se voir signifier cette injonction de payer par un huissier de justice, là le créancier a 1 mois à compter de cette signification faite à personne pour faire opposition. Je vais rentrer dans le détail parce qu'il peut y avoir des petites subtilités par rapport à ça. Donc, le débiteur peut former opposition dans le mois. Ce délai va commencer à courir, on l'a dit, à compter de la signification si elle a été faite à personne. En revanche, si la signification n'a pas été délivrée à personne, c'est à compter du premier acte qui va être signifié à personne ou du premier acte d'exécution qui aura pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur. Donc en gros, soit on a touché le créancier, c'est 1 mois, soit on ne l'a pas touché, c'est à compter du premier acte qui va être signifié au débiteur ou au premier acte qui aura pour objectif de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur. On est à Marseille, signification à personne, ça ne veut pas dire, comme on dit, signification à dégâts. Oui. La signification à personne, c'est justement qu'on l'a signifié à quelqu'un. On a signifié à une personne. C'est drôle. D'accord? Et attention aussi, combien de fois est-ce que j'ai eu l'occasion de le juger?
si l'huissier se présente un jour chez vous et qu'il est accueilli par la personne qui fait le ménage, à laquelle il propose de laisser l'ordonnance, et elle l'accepte, il va noter sur son, enfin, il va même mettre une croix sur son PV disant qu'il a laissé l'acte entre les mains d'une personne qui s'est déclarée habilitée, même si c'est un femme de ménage. Et vous ne pourrez rien faire contre ça, car l'huissier n'a pas à vérifier la qualité de la personne qui reçoit l'acte. D'accord? Donc, signification à personne, c'est pas signification à des gains. C'est un professeur de droit qui avait coutume de dire ça. Et c'est donc un acte très important parce que c'est votre adversaire est officiellement averti que vous avez un titre qui peut devenir exécutoire dans les 30 jours. Donc on disait en préambule, et on l'a rappelé tout à l'heure, c'est une procédure non contradictoire, mais dès l'instant où le débiteur va engager une opposition, on va engager une procédure contradictoire. Donc, nouvelle phase maintenant après cette signification. S'il a été signifié, on va avoir le paiement de la créance, etc. Et à partir de cette signification, on l'a dit, le débiteur a un mois pour faire cette opposition. Et donc c'est là que va commencer une véritable procédure, une véritable instance en tant que telle devant le tribunal de commerce. Là, le greffier va recevoir l'opposition qui va être faite par le débiteur, à qui on aura signifié l'ordonnance d'injonction de payer. Retenez qu'à ce moment-là, vous, créanciers, vous aurez 15 jours à compter de cette opposition pour consigner les frais de l'instance qui s'engage. Et c'est important pour vous parce que cette consignation des frais de l'instance qui va s'engager, elle doit être faite dans les 15 jours à peine de caducité de votre ordonnance. Donc là, vous perdez tout de suite la partie, puisque finalement, dès l'instant où il y a une opposition et dès l'instant où vous ne consignez pas les frais de l'instance à venir, caducité de l'ordonnance. Alors parfois, ça peut être une stratégie, etc., mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc j'en ai fini, après on va parler de l'instance au fond. Juste... Oui, allez-y. Non, mais peut-être c'est important aussi que vous ayez des idées de coûts des procédures. Alors, coûts de procédure de greffe uniquement. Après, il y a évidemment les coûts de l'huissier de justice qui va signifier la décision. Et puis ensuite, si on arrive dans une procédure avec un avocat, les honoraires de votre conseil, c'est bien normal. L'injonction de payer, 33,47 €. Voilà. Une opposition à l'injonction de payer, 82 €. Un jugement au fond, une procédure au fond devant le tribunal de commerce, nonobstant tous les renvois qu'il pourrait y avoir, 70 € et un référé, 40 €. Voilà, on parle de petites sommes au niveau de la procédure, hein, de toute façon, dans chaque cas. Et l'injonction de payer, 33 €, président, j'en ai fini. Peut-être pas, j'ai des questions à vous poser. J'ai oublié l'injonction de payer européenne. Vous savez que les juges des tribunaux de commerce sont des chefs d'entreprise. Je suis donc un presque ancien chef d'entreprise. Et j'ai été toute ma vie professionnelle un très gros consommateur d'injonctions de payer. Alors j'ai peut-être un tuyau à vous donner, on n'est pas nombreux, hein, ça restera entre nous. C'est l'huissier auquel vous allez remettre l'ordonnance que le tribunal vous a donnée sur votre requête. L'huissier que vous allez choisir pour faire signifier cette ordonnance à votre débiteur. Cet huissier, quand vous allez l'appeler et que vous allez lui dire « Maître Tartampion, j'ai une ordonnance à signifier à monsieur Oudonneau », l'huissier va tout de suite vous dire, il va vous dire « Oh là là, perdez pas votre temps, le dossier est cuit de chez cuit, il y a 352 injonctions de payer, il y a des saisies, il y a des ceci, il y a des cela ». L'huissier est de remarquables conseils parce qu'il est au courant de tout sur tout le monde dans sa ville. D'accord? Si, par contre, il peut vous arriver, ça m'est arrivé souvent, où l'huissier va vous dire « Ah tiens, c'est surprenant de leur part ». Donc là, je dirais, bonne information, ça veut dire que mon débiteur est solvable et que je peux y aller. Ça, c'est, je crois, très important, sachant que l'huissier qui aura signifié se chargera ensuite pour vous, outre de la signification de début, il se chargera ensuite du suivi de cette ordonnance d'injonction de payer tout au long de la... Peut-être pour rebondir sur les propos du président, effectivement,
L'huissier de justice est une mine d'informations sur le créancier puisqu'il va effectuer ses significations, ses recouvrements, etc. Moi, je crois que dès l'instant où on entend « Ouh là, c'est vrai, ce débiteur-là, j'ai beaucoup de procédures en cours, etc. », malgré tout, ça reste intéressant d'obtenir ce titre exécutoire, puisque n'oubliez pas que derrière, si cette entreprise en question fait l'objet d'une procédure collective, vous aurez bien un titre entre les mains, et donc ce sera beaucoup plus facile pour faire admettre votre créance à la procédure, puisque vous aurez ce titre exécutoire entre les mains, donc votre créance sera reconnue par la simple signification d'absence d'opposition de votre débiteur, même s'il est insolvable. Si derrière on part en procédure collective et qu'on doit vendre les actifs, etc. de l'entreprise, ou qu'on doit même étaler le passif, vous aurez bien un titre entre les mains qui vous permettra de faire reconnaître votre créance dans le cadre de la procédure. J'ai oublié quelque chose, Président, parce qu'il faut quand même en parler aussi. Il existe des procédures d'injonction de payer européennes. Alors le tribunal de commerce reçoit parfois des requêtes, une procédure justement qu'on trouve sur un site ijustice.europa.ue. Alors ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut recevoir, nous, des requêtes en injonction de payer de créanciers étrangers qui vont saisir la juridiction consulaire marseillaise pour une créance d'un débiteur qui est situé sur le ressort du tribunal de commerce de Marseille, mais en étant en Allemagne ou en Italie, par exemple. Mais de la même manière, cette procédure peut très bien marcher dans l'autre sens. Et vous pouvez, si vous avez des créanciers à l'étranger, engager cette procédure au travers du portail justice-europa.eu et qui vous permettra de mettre en place une procédure assez similaire à celle que je viens de vous décrire en matière d'injonction de payer sur le territoire français au niveau européen. Et c'est aussi assez simple. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Bon, on a bien compris, je dépose ma requête, je reçois mon ordonnance si mon dossier est bien préparé, je la fais signifier, et là, donc, tout de suite, il y a un aiguillage. Si je signifie à personne, le délai de 30 jours part. S'il y a opposition au bout de ce délai de 30 jours, l'affaire revient devant les juges du fond du tribunal. S'il n'y a pas d'opposition au bout des 30 jours, j'ai un titre définitif avec lequel je peux faire tout ce que je veux, y compris saisir la maison du débiteur si la maison est saisissable. D'accord ? Donc c'est opposition à personne, signification à personne, délai de 30 jours. Maintenant que je n'ai pas de signification à personne, question que je vous posais, vous avez dit, si je n'ai pas de signification à personne, le délai ne part pas. Le délai va partir du jour où on va considérer que le débiteur a été valablement informé de l'existence de cette ordonnance, et en général, ça va être le fait que vous ayez exécuté l'ordonnance, passé le délai de 30 jours, et que vous ayez, par exemple, tenté une saisie bancaire. Exactement. D'accord ? Donc là, ça se passe comment ? Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'huissier de justice va engager le premier acte d'exécution qui a pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur, et bien à ce moment-là, le débiteur qui est au courant de cet acte qui est engagé par l'huissier de justice a un mois pour faire son opposition. Voilà. Et alors, petite précision, parce que je l'ai vécu, et hélas, à mes dépens, ce qui compte, ce n'est pas la date de l'acte d'exécution, ce qui compte, c'est la date de sa dénonce. Donc, quand vous avez fait une saisie-attribution, il faut la faire dénoncer le plus vite possible au débiteur, car c'est la date de dénonce qui est un nouvel acte d'huissier qui marquera le début du délai de 30 jours. Et il peut arriver que ce délai de 30 jours, eh bien, il soit entre la date de l'acte et la date de la dénonce. C'est parfait pour moi. Maître Bordet. Donc là, on passe à l'avocat. D'accord ? L'avocat, donc, saisi d'une demande au fond ou saisi d'une opposition qui vient au fond. Ou même le référé. Après le référé. Après, très bien. En fait, du point de vue des praticiens que nous sommes, la stratégie à adopter pour savoir quelle est la juridiction que nous allons saisir et de quelle manière dépend de la typologie du dossier et dépend également de la typologie du débiteur.
et ce sont des réflexions stratégiques à ce niveau qui vont permettre de déterminer si effectivement on va conseiller à notre client d'opter pour la procédure d'injonction de payer ou si l'on va opter pour la procédure au fond. Je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par Monsieur le Président. Les magistrats sont parfois très mal à l'aise pour statuer sur certains dossiers. Mais croyez bien que les avocats sont très souvent très mal à l'aise pour présenter des dossiers à des juridictions. Parce qu'on se retrouve généralement avec des chefs d'entreprise qui nous présentent des créances qui, de leur point de vue, sont incontestablement dues, qui nous présentent certains documents qu'ils estiment être parfaitement probants, et l'on se retrouve, nous, avec un certain nombre d'interrogations pratiques à se dire « je vois mal comment je vais pouvoir présenter ce dossier de quelque manière que ce soit à une juridiction ». Et je rebondis donc une nouvelle fois sur ce qui a été dit tout à l'heure. La procédure n'est que l'aboutissement marginal d'une gestion du compte client qui n'a pas abouti dans un cadre normal. Le cadre normal, c'est de réaliser des travaux, réaliser des prestations, vendre des marchandises et d'être payé dans les conditions prévues dans le cadre des relations contractuelles. 80% du travail du recouvrement est lié à la gestion du compte client et à la constitution de ce compte client. Très, très régulièrement, dans mon cabinet, mais je pense que dans la plupart des cabinets d'avocats qui sont confrontés à cette problématique, on se retrouve à faire a posteriori la leçon à nos clients en leur disant, voilà, aujourd'hui, la mise en œuvre de cette procédure qui pourrait se révéler aléatoire, notamment devant la juridiction du fond, va vous coûter X, alors même que si vous nous aviez consulté en amont, ça vous aurait coûté 10% de X. Pour quelle raison? Parce qu'on s'aperçoit que finalement, les gens, les chefs d'entreprise, sont pris par la gestion de leur entreprise, par le travail à effectuer, mais ne se préoccupent pas du cadre juridique de leurs interventions. Donc, en amont, il faut vraiment qu'il y ait effectivement des conditions générales de vente, que tout soit parfaitement stipulé dans les contrats, que tout soit rappelé sur les facturations. Combien de fois voyons-nous des facturations? Tout à l'heure, quelqu'un disait pourquoi est-ce que l'on se retrouve dans des situations dans lesquelles le magistrat rejette nos demandes sans en justifier? Parce que bien souvent, le dossier n'est pas cohérent. Et pourquoi est-ce que le dossier n'est pas cohérent? Parce que l'on est incapable de déterminer quel est le lien contractuel entre l'entreprise qui réclame paiement et son client, et l'enchaînement entre un devis, un contrat de vente ou même une facturation, un bon de livraison. Et à partir de ce moment-là, le magistrat est totalement désemparé et ne peut pas entrer en voie de condamnation, surtout hors tout débat contradictoire. Cette problématique est la même chez les avocats. On se retrouve avec des dossiers qui finalement sont vides, et on en a eu énormément d'expérience à la suite du confinement, parce que cette interruption de travail de quasiment 2 mois pour beaucoup de chefs d'entreprise a donné lieu à une reconsidération du poste compte client. On a ressorti un certain nombre de dossiers des archives. L'on s'est aperçu que Pierre-Paul Jacques n'avait pas réglé, que finalement on ne l'avait pas relancé, on n'avait pas adressé de mise en demeure, et on se retrouve avec ce poste client qui pourrait être dégonflé relativement facilement en mettant en œuvre des procédures. Et puis, le temps passant, l'on s'aperçoit, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui a posé une question, quel délai ai-je pour agir à l'encontre d'un particulier? À l'encontre d'un particulier, c'est 2 ans le délai. Aujourd'hui, on est là pour débattre sur le recouvrement du poste client entre commerçants ou à l'égard des commerçants, donc dans le cadre contentieux qui va dépendre du tribunal de commerce, mais les particuliers, c'est 2 ans. Et là, sur ce point, je rebondis, l'injonction de payer n'interrompt pas le délai de 2 ans à partir du moment où c'est une procédure qui n'est pas contradictoire. Donc, un poste client, un compte client, ça se gère avec des documents contractuels qui sont complets, et les documents contractuels complets
Ce ne sont pas des documents contractuels stéréotypés que l'on se procure aujourd'hui sur Internet. On a une activité déterminée, un prestataire de service ou qu'un fabricant n'a pas la même problématique dans ses règles de fourniture, ses délais de paiement, ses conditions de livraison. Et donc, il faut chaque fois que l'on ait des contrats qui soient adaptés. Et effectivement, une intervention en amont, un conseil auprès d'un expert comptable, un conseil auprès d'un avocat, on est plutôt formé pour cela, permet de limiter la dégradation du compte client et permet de limiter de manière considérable le recours à une procédure contentieuse, quelle qu'elle soit. Alors, je voudrais préciser deux petites choses. La première, bouchez-vous les oreilles, je vais le dire, mais les avocats, c'est comme les médecins. Lorsqu'on a mal à l'épaule, on ne va pas voir un otorino. Eh bien, lorsqu'on a un problème d'entreprise ou lorsqu'on a un problème de recouvrement de créances, on va avoir un avocat d'affaires. On va avoir un avocat qui est habitué aux problèmes d'entreprise. Ça peut paraître idiot, mais hélas, nous le constatons au tribunal parce que certains avocats nous disent, vous savez, je ne suis pas très à l'aise dans cette matière. Mon client m'a demandé de défendre son dossier parce que je le connais bien, parce que j'ai fait son divorce. Mais pour autant, je ne suis pas du tout à l'aise pour gérer le recouvrement de ses factures, voire une procédure collective. Donc, des avocats spécialisés, c'est important. Deuxièmement, Maître Bordet a évoqué quelque chose qu'on appelle la prescription. Pour un juge, comme j'ai pu l'être pendant des années, il n'y a rien de plus invraisemblable que d'avoir à juger le dossier d'une entreprise qui réclame le paiement de ses factures et que sa demande soit prescrite, tout simplement parce qu'il a attendu plus de 5 années à compter de la date des factures pour se réveiller et dire, au fait, si je réclamais les sous à mon client. C'est absolument hallucinant. D'accord ? Donc, cette date de prescription, 5 ans, 2 ans, date de prescription qui fait que, à compter de cette date, eh bien, vous ne pouvez plus utiliser les moyens de droit, la justice, pour réclamer les sommes qui vous sont dues. D'accord ? Ah, votre facture, elle est toujours là, hein ? La facture, elle n'est pas annulée. Mais vous pouvez strictement plus rien à faire, puisqu'à partir du moment où vous ne pouvez pas réclamer à la justice, vous ne pouvez pas vous demander à la justice d'être payé, il y a très très peu de chances pour que vous le soyez. Maître. Je poursuis donc. Donc une bonne préparation du dossier. Après, au-delà de la préparation en amont de la partie facturation, relations contractuelles, il faut pouvoir démontrer aux magistrats qu'on a tenté de recouvrer la créance à l'amiable, puisque maintenant c'est la grande mode et puis de toute façon c'est édicté par nos textes. Il faut démontrer que vous avez fait toute tentative de recouvrement possible à l'encontre du débiteur dans les délais de recouvrement de la créance tels que stipulés sur les factures. Et donc, il faut le faire par voie de mise en demeure. Là encore, trop de gens s'imaginent que la simple émission d'une facture va permettre de pouvoir enclencher une procédure judiciaire. Une fois que le dossier est parfaitement complet, c'est là que l'on va se poser la question de savoir quelle est la juridiction ou alors quelle est la forme judiciaire de mon recouvrement. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais très sincèrement, si le dossier est bien monté, entre guillemets, c'est-à-dire si on arrive à comprendre les relations contractuelles entre les parties, si on arrive à démontrer que les facturations correspondent à des prestations, que les prestations ont été exécutées, qu'on a eu une mise en demeure qui est restée infructueuse, il faut aller sur la procédure d'injonction de payer. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et surtout, ne pas attendre. Et là, je parlais tout à l'heure de la prescription biennale pour le particulier. Elle est quinquennale maintenant, depuis 2008, dans les rapports entre commerçants. Donc, au bout de 5 ans, si vous n'avez pas agi, effectivement, votre créance est prescrite. Et les 5 ans, c'est à partir du moment où vous avez engagé une procédure contradictoire, c'est-à-dire se dire 15 jours avant l'expiration du délai de 15 ans, je vais présenter une requête en injonction de payer parce que mon dossier est parfaitement complet.
pour peu qu'il y ait un quelconque retard de traitement et que vous n'ayez pas votre ordonnance qui puisse être signifiée de manière contradictoire dans les fameux 15 jours, la créance est prescrite. Pourtant, vous avez agi. Vous avez saisi un huissier, vous avez saisi la juridiction, votre créance est prescrite. Donc, un compte client, ça se gère vraiment au cordeau. Et ça se gère d'autant plus au cordeau que le positionnement d'une entreprise à l'égard de son compte client est su de la clientèle. C'est-à-dire quand on est confronté à quelqu'un qui est un peu laxiste, qui a tendance à laisser faire les choses, à laisser durer, qui est peu enclin au contentieux, qui préfère transiger les dossiers, quitte à perdre 10-20% du montant de sa créance, ça c'est, et au bout d'un moment, vous verrez qu'effectivement, cette entreprise aura beaucoup plus de flux de clientèle, mais beaucoup plus de clientèle de mauvaise foi. Et tout à l'heure, je vous disais, il y a 2 typologies à retenir pour savoir quel est le type de contentieux à mettre en œuvre. C'est la qualité du dossier, mais aussi l'attitude du débiteur. Je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. Si votre huissier vous dit que la personne en question est un débiteur récalcitrant chronique, évitez la procédure d'injonction de payer. Partez directement devant le juge du fond, parce que l'arsenal juridique français est fait de telle manière que l'on peut toujours trouver un texte qui va vous permettre de soulever une argumentation en défense, parce que dans un dossier pour un avocat, il est beaucoup plus facile d'être en défense qu'en demande. En demande, il faut avoir un dossier qui est parfaitement cohérent et qui est complet, mais c'est tellement facile en défense de soulever des arguments qui n'ont que l'apparence de sérieux, mais sur lesquels il va falloir passer des jours et des jours à travailler pour démontrer qu'effectivement, l'argumentation qui est opposée en face n'a rien de sérieux et que le dossier est vraiment parfaitement solide. Et l'on se retrouve d'ailleurs parfois, et c'est une stratégie, à partir sur du contentieux long qui va durer 1 an, 2 ans, 4 ans, si l'on se retrouve devant la cour d'appel, à se débattre dans un contentieux qui n'aurait pas eu lieu d'être. Et plus votre dossier sera solide et plus vous aurez identifié la nature de l'impayé, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un qui se plaint de quelque chose qui peut paraître fondé, il faut aller devant le juge du fond. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un débiteur chronique et qui est de parfaite mauvaise foi parce que vous parliez tout à l'heure de construction, dans le cadre de la réalisation des travaux, a posé moult et moult difficultés parce que le bleu qui avait été commandé n'était pas le bleu ciel qu'il voulait une teinte différente. Celui-là aussi, on part devant le juge du fond. Le juge du fond, c'est le tribunal dans sa formation complète, c'est la formation judiciaire qui va pouvoir apprécier tous les tenants et aboutissants du procès en recouvrement. Donc, il va pouvoir aborder le tout dans le cadre d'un débat contradictoire. Il y a 2 voies pour y arriver. Soit, effectivement, vous voyez que dans votre dossier, l'on se retrouve avec quelqu'un qui ne va pas régler, quelqu'un qui va émettre des contestations. On va devant le magistrat du fond, on construit une assignation la plus complète possible avec des pièces identifiées dans un ordre chronologique, bien référencé dans le corps de l'assignation, et on va pouvoir entamer un débat judiciaire constructif. Soit, effectivement, on y arrive par la voie de l'opposition à ordonnance portant injonction de payer. Il faut que vous sachiez que la simple opposition met à néant votre procédure. On se retrouve devant un tribunal et là, il va falloir réactualiser avec votre avocat des conclusions, réordonner la présentation des pièces et présenter un dossier complet. Cette procédure va être longue. Elle est relativement courte devant le tribunal de commerce. Je vous rejoins tout à fait par rapport à une procédure au fond devant les juridictions de l'ordre civil. Mais un procès avec un défendeur qui est assez pugnace peut durer entre 2 et 4 ans. Alors aujourd'hui, effectivement, les règles du code civil ont changé. Il y a l'exécution provisoire de droit, il y a la faculté devant la cour d'appel de saisir le conseiller de la mise en état pour faire radier la procédure d'appel dès lors que le débiteur qui aurait été condamné au bénéfice de l'exécution provisoire en première instance n'aurait pas exécuté. Donc il y a tout un arsenal juridique qui nous permet d'intervenir, mais vraiment, je reviens au début de mon propos, c'est la qualité du dossier
et la qualité du suivi du compte client qui va permettre par la suite de faire aboutir une procédure, j'allais dire, utile. Savoir exactement où est-ce que je vais. Je vais, dans le cas de l'injonction de payer, je vais directement devant le juge du fond. Et puis finalement, je rebondis tout de suite, Monsieur le Président, Oui. devant le magistrat des référés. Le magistrat des référés, on n'évoque pas tous les problèmes de conservation de la preuve, mais le magistrat des référés, nous avons l'habitude de dire que c'est le juge de l'évidence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un dossier complet avec un enchaînement contractuel parfaitement identifié, vous allez devant le magistrat des référés. La plupart du temps, vous obtiendrez ce que l'on appelle une condamnation provisionnelle. Il y a une partie de la créance qui est en litige, pas de problème. Le magistrat verra la problématique. Au lieu de prononcer une condamnation de l'ordre de 10 000 €, il va s'arrêter à 8 500 € en disant « cette partie-là est incontestable ». Et après, vous irez saisir le juge du fond pour obtenir une condamnation complète. Il faut rapide aussi. Et dans un délai relativement rapide. Alors après, il faut que vous sachiez quand même que l'ordonnance de référé, c'est un titre provisoire, n'a pas l'autorité de la chose jugée. Il faudra faire valider le titre complètement devant le juge du fond pour être certain de l'admission, on va dire, entre guillemets, définitive de la créance et de pouvoir engager des actes de poursuite utiles. Mais l'ordonnance de référé, à partir du moment où le dossier est cohérent, permet à l'huissier d'intervenir très rapidement et de poursuivre le recouvrement immédiat de toute ou à tout le moins une large partie de la créance, tout autant que le dossier sera sérieux. Si le dossier est erratique, malheureusement, vous allez vous retrouver devant le juge du fond et sans avoir la certitude au bout du compte de pouvoir recouvrer votre créance. Donc c'est vraiment la partie administrative en amont qui est la plus capitale dans la gestion du recouvrement de créance. Alors, je voudrais ajouter à ce que vient de dire Maître Bordet, à ceux qui nous écoutent, que le référé n'est pas une façon d'aller plus vite. Hein, on ne fait pas une action en référé parce que le référé va plus vite que l'action au fond. Oui, ça va plus vite, mais Maître Bordet l'a très bien dit, le juge des référés, c'est le juge de l'évidence, on pourrait ajouter le juge de l'urgence. D'accord ? Donc, pour aller devant le juge des référés, j'ai besoin d'avoir un dossier qui ne souffre pas la contestation. Car le juge des référés, si dans le dossier qui lui est présenté, il y a une contestation sérieuse qui est soulevée, eh bien, il renverra le dossier au fond et il se dessaisira de l'affaire. Donc, le référé peut même être une perte de temps. Je réponds à votre question puisque c'est sur ma partie. Le remboursement des frais et dépenses sont demandés. Est-ce que le jugement va dans ce sens? Alors, il y a plusieurs choses que vous devez prendre en considération. Les frais et dépenses concernent les frais que vous avez dû payer vis-à-vis de l'huissier. Les dépenses sont les frais de greffe. Et si vous entendez par là que dans les dépenses soient incorporés les frais d'avocat, non, ils ne le sont pas. C'est ce que nous appelons les frais irrépétibles. Et devant la juridiction commerciale, je pense que les magistrats sont tout à fait au fait des honoraires pratiqués par les cabinets d'avocats. Et je ne vous dis pas que c'est un remboursement intégral, mais nous avons des décisions assez satisfaisantes pour nos clients en cette matière, parce que vraiment les condamnations qui sont prononcées prennent en compte le travail qui est fourni aux magistrats, et généralement c'est à tout le moins beaucoup plus en adéquation que ce qui peut être prononcé devant les juridictions civiles. S'il y a des frais d'expertise judiciaire? Ça relève des dépenses, ils sont intégralement remboursés à partir du moment où vous triomphez. Marie-Hélène, si tu nous entends, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Alors, je vous entends. Ah, voilà. Je vous entends. Non, l'exposé était, je pense, parfaitement exhaustif. Vous avez bien insisté sur la nécessité de monter ces dossiers bien en amont sur le recouvrement des créances, où je rejoins à la fois ce qui a été dit et ce que vient de dire Maître Bordet, c'est que effectivement la partie action au fond
s'avère nécessaire sur certains dossiers de recouvrement complexes suivant la discipline, même si le dossier est parfaitement monté, parce qu'il y a quand même une analyse des pièces et de l'enchaînement contractuel qu'il est difficile de faire sans contradictoire. Donc, c'est vrai que même en injonction de payer, il est quand même difficile de prendre une décision sans une analyse vraiment complète des pièces et surtout un contradictoire des parties. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire, notamment sur les dossiers dont tu parlais, Jean-Marc, c'est les dossiers de construction. Où vraiment on a tout un tas de paramètres qui rentrent en considération. On est au-delà du pur négoce où on a un acte d'achat, de livraison et de facturation, mais où on a aussi, donc dans ces dossiers de transport ou de construction, il y a quand même un lien contractuel qui est long, qui est susceptible d'être modifié tout au long de l'exécution de la prestation. Et là, ça me semble effectivement très judicieux d'aller directement au fond pour gagner du temps. Merci Marie. Ce que je voudrais également ajouter, je l'avais noté, mais je crois que je l'ai zappé, c'est que d'une façon générale, dans un dossier au fond, c'est l'article 1353 du Code civil, je crois, ou 1353-1, il y a un point de droit qui est à respecter. Celui qui demande doit prouver les éléments de sa demande. C'est-à-dire, si je réclame le paiement d'une facture, c'est exactement ce que disait Maître Bordet, d'une façon légèrement différente. Si je réclame le paiement d'une facture, je dois prouver que cette facture m'est due. C'est pas au défendeur de prouver qu'il ne la doit pas. C'est à moi de prouver qu'il me la doit. Le défendeur, lui, la seule chose qu'il a à dire, s'il veut s'exonérer de sa responsabilité, c'est de dire « j'ai payé et j'en apporte la preuve ». D'accord ? Donc c'est pour ça que ce que disait Maître Bordet, et je l'ai bien connu, et je le connais encore même fréquemment, vous savez, dans notre vie de juge au tribunal, la première chose qu'apprend un chef d'entreprise qui rentre chez nous, et c'est très difficile avec les jeunes juges parce qu'ils ont beaucoup de mal à l'accepter. Et je connais encore des juges qui ont 10 ans de tribunal et qui arrivent toujours à l'accepter difficilement, c'est de donner raison à quelqu'un qui a tort. Et ça nous arrive, je ne vais pas dire tous les jours, mais ça nous arrive très, très, très souvent. On a un créancier qui est très bonne foi et on a en face un voyou, mais un voyou qui est bien conseillé. D'accord ? Et qui peut avoir un excellent avocat, et ce qui va faire que le dossier qui nous sera présenté, eh ben, j'aurai aucune administration de la preuve en demande. Par contre, en défense, on peut sortir une foultitude de choses qui font que on ne pourra pas donner raison à celui qui a véritablement raison. C'est très difficile à vivre, très très difficile à vivre, mais c'est pourtant le quotidien des tribunaux de commerce. Et oui, la justice n'est pas l'équité. Exactement. C'est toutes les premières choses que l'on apprend, c'est que le droit ne découle pas de l'équité. Corsia nous a rejoint. Voilà le président Corsia qui nous rejoint. Monsieur le Président, un peu tardivement, cher de Président. à cette visio. Et en plus, un président en marche. Oui, je vais à mon bureau. Bah, tu peux nous rejoindre si tu veux. Non, je suis à Aix. Pardon. Je suis à Aix. Voilà, bah, écoutez, bienvenue. Merci de m'accueillir à cette visio. Merci de votre intérêt pour cette prise de parole du président Latreille. Vous savez comme il est important pour moi d'aider les entreprises et de pouvoir leur venir en aide dans ces moments compliqués. Et le sujet que vous avez évoqué avec le patron du greffe et je ne sais qui a d'autres invités sur les créances. Je ne sais qui. Le je ne sais qui du greffe. Je ne sais qui. Guillaume Bordet, Monsieur le Président. Ah, maître, quel plaisir. Le je ne sais qui était une grave erreur d'interprétation. Et maître Didier Oudonneau, greffier en chef. Très bien, ça je savais. Vous allez bien, monsieur Oudonneau? Très bien, Président. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, vous avez une grande équipe et j'espère que ça a été profitable et qu'on va pouvoir accompagner les entreprises et peut-être
Maître, si vous voulez, ou le président, me résumer un peu les demandes qui ont été faites et qu'est-ce qu'on peut, nous, vous apporter en tant que UPE 13. Je ne sais pas, est-ce qu'on a purgé les... Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà encore parmi les gens qui nous regardent, je vois que le nombre baisse, mais est-ce qu'il y a encore des... La fin se fait sentir. Oui, des questions à poser? On dispose encore d'un petit quart d'heure. Oui. Oui. Oui, laquelle? Alors, pardon, M. Gatin a une question. Éventuellement, vous pouvez peut-être ouvrir votre micro, si c'est plus simple. Prenez la parole, monsieur, si vous voulez. À poser au départ. Alors, peut-être qu'il y en a une sur laquelle on n'a pas répondu. Ah. Je remonte alors. Moi, je vois rien. Moi, je lis pas d'ici. Attendez. Monsieur Gatin, hop, on va revenir. Alors, oui, les procédures participatives. Mise en demeure, on vous l'a indiqué, c'est obligatoire. Après, les problématiques de médiation, c'est toujours la même chose, c'est la typologie du débiteur, mais à partir du moment où vous avez quelqu'un qui se refuse à vous régler des factures, alors soit c'est quelqu'un qui ne le peut pas, et à un moment ou un autre, vous allez apprendre qu'il y a eu l'ouverture d'une procédure collective ou à tout le moins d'une mesure de protection à l'endroit de l'entreprise, mais si c'est quelqu'un qui est foncièrement récalcitrant, je ne pense pas qu'une procédure de médiation puisse aider en quoi que ce soit. Et le dernier point là-dessus, je vous disais tout à l'heure, la réputation de l'entreprise. Si vous avez effectivement un dossier qui est complet, qui démontre que vous avez une créance que l'on qualifie de certaines liquides et exigibles dans notre jargon, il faut taper fort. J'ai eu dans ma carrière beaucoup trop de chefs d'entreprise trop gentils, entre guillemets, et qui finalement ont payé des pots cassés, sont des gens que j'ai fini par défendre devant la Chambre des procédures collectives, parce qu'à force de gérer de manière paternaliste le compte client, on le fait avec un client avec lequel on a un rapport particulier, puis deux, puis trois, et puis finalement ça devient un mode de gestion, et un jour ou l'autre, on finit par le payer, pour une raison ou une autre, mais un jour ou l'autre, on finit par le payer. Je pense que la réputation de l'entreprise quant à la gestion de son compte courant, de son compte client, pardon, est capitale. Il y a un moment où, voilà, il faut trancher dans le vif. Et je vous disais tout à l'heure, vraiment, quand on voit les résultats de la procédure d'injonction de payer, c'est vraiment stupide de s'en priver, quoi. Vu le ratio de réussite de cette procédure. Mais là encore, à partir du moment où vous avez un dossier complet, il faut l'utiliser, mais même en abuser. J'ajouterais vis-à-vis de la personne qui nous a posé cette question de médiation, sans aller à la médiation, nous, ce que nous pratiquons au tribunal, c'est la conciliation. Et il faut que vous sachiez que lorsque vous êtes devant le tribunal, vous pouvez, à tout moment de l'instance, à un moment, vous pouvez dire, bon, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas se réunir et essayer de trouver une solution à ce litige sans passer par le juge? Et le juge devant lequel vous êtes, à ce moment-là, va prendre en main votre demande, va momentanément se retirer du dossier et va désigner un juge conciliateur. C'est gratuit, contrairement à la médiation qui est payante, d'accord ? Le juge conciliateur va faire le travail de la médiation, mais il va le faire à l'intérieur du tribunal. Nous avons des juges de la conciliation qui sont spécifiquement formés pour ça, qui va essayer de concilier les parties. S'il y arrive, il va revenir devant le juge initial en lui déposant l'accord de conciliation que le juge va entériner. Il va lui donner la force de la chose jugée. D'accord ? Et puis, des fois aussi, il va dire bah, « écoutez, j'y suis pas arrivé ». Et à ce moment-là, le juge initial va reprendre la main et va aller jusqu'au bout. Mais sachez que devant un tribunal de commerce, la conciliation, elle est possible à tout instant. Tout instant. D'accord ? Sachez également, dernier point Philippe, je te prie de m'excuser, dernier point également, le tribunal de commerce
de Marseille dispose de 12 chambres. C'est le deuxième tribunal de France en dimension, hein, d'accord? Un gros tribunal. Nous avons des chambres spécialisées. Ça aussi, c'est très important. Nous avons des chambres spécialisées dans le droit maritime et les transports, logique, Marseille, d'accord? Avec une chambre célèbre dans toute la France, qui a fait 50% de la jurisprudence en matière de droit maritime. Nous avons également une chambre spécialisée dans les pratiques anticoncurrentielles, d'accord? Et là, vous savez que le tribunal de commerce est l'un des 13 tribunaux français habilités à s'occuper de ces dossiers, c'est-à-dire que viennent à Marseille des dossiers de concurrence qui viennent pratiquement depuis la frontière espagnole jusqu'à la frontière italienne. Tout le sud. Hein, tout le sud-est de la France vient à Marseille. Ce n'est pas par hasard, ça veut dire qu'on a des juges qui connaissent un peu la question. On a également une chambre spécialisée dans la construction et on a aussi une chambre qui est spécialisée dans le droit des sociétés. Donc, voilà, on a de quoi vous attendre et vous écouter et si vous nous donnez un bon dossier, à vous donner raison. Philippe. J'ai une question, alors je sais qui peut répondre à cette question. On a beaucoup de remontées d'entreprises sur une problématique qui existe sur les créances salariales lorsqu'on dépose un plan de continuation avec les AGS. Est-ce que ces créances, avec la crise que vivent les entreprises, ne peuvent pas être intégrées de façon exceptionnelle et est-ce qu'il n'existe pas de jurisprudence sur le fait que ces créances salariales soient mises comme les autres créances dans le plan? Pour l'instant, elles n'en font pas partie. C'est le super privilège de l'AGS. Mais bon, je sens qu'il y a une question dans ta question qui est la tension à l'heure actuelle qui règne entre les AGS et les administrateurs et mandataires judiciaires, qui me paraît en voie de résolution. Car il me semble que les AGS sont en train... Bon, pour ceux qui nous écoutent, les AGS rechignant à prendre en compte les salariés d'entreprises en difficulté au prétexte que l'entreprise dispose encore de trésorerie et qu'à ce titre-là, ils n'ont pas à le faire. Il y a un très beau document du professeur François-Xavier Lucas qui leur a été opposé il y a très peu de temps, qui démontre qu'une société qui est en redressement judiciaire, c'est une société qui a fait la preuve de la cessation de ses paiements et que donc, face à cette cessation des paiements, les AGS n'avaient plus qu'à s'exécuter et prendre en charge les salaires. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, mais là on va rentrer dans le cadre de l'autre webconférence, il faut savoir aussi que je suis, en tant que président cette fois-ci, puisque là c'est mon domaine privilégié qui est le mandat ad hoc et la conciliation. Alors attention pour ceux qui nous écoutent, le mot conciliation il a plusieurs sens dans le droit des sociétés. Là c'est la conciliation du titre 1 du livre 6 du Code de commerce. On ouvre aujourd'hui des conciliations pour bloquer et imposer aux AGS des délais de paiement à des entreprises qui sont en plan de redressement. Voilà. Mais pour ce qui est de la mise dans le plan des AGS, ça me paraît assez lointain. Je ne crois même pas que ça ait été envisagé dans les textes qui sont en cours d'évolution. Par contre, ce que l'on a vu, c'est un changement de classement dans l'ordre des paiements. Il y a des choses qui font un petit peu peur en ce moment, c'est que les AGS perdraient peut-être la priorité qu'elles ont dans le recouvrement des salaires qu'elles ont en tout ou partie avancés aux salariés. Disons que les AGS font quand même un sacré boulot. Il faut quand même savoir qu'une entreprise qui se déclare en cessation des paiements, par exemple aujourd'hui le 15, on va dire le 15 du mois, eh bien cette entreprise, les salaires entre le 1er et le 15, elle n'a pas le droit de les payer, d'accord ? Le paiement de toute créance antérieure au jugement d'ouverture bloque, enfin, tous les paiements sont interdits, d'accord ? Et ces salaires seront payés à la fin du mois par les AGS et le mandataire judiciaire. Et ça marche bien, ça marche très très vite. Moi j'ai des procédures que Maître Bordet connaît bien, puisqu'on s'est beaucoup rencontrés à cette époque, comme la SNCM par exemple.
On a ouvert, on peut en parler aujourd'hui, c'est loin, 1650 emplois. J'ai signé les bordereaux de salaire des 1650 employés. Maître Louis les avait dans les mains, j'avais le stylo en l'air et j'attendais que le président du tribunal prononce le rendu du délibéré pour pouvoir signer le bordereau. Si vous voulez. Ça va très très vite, ça marche très très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise économique, les AGS sont surchargés de travail, surchargés de demandes. Les AGS, c'est le MEDEF. Les AGS, c'est nous. C'est nos sous à nous. Donc, je pense qu'ils doivent aussi avoir un problème pour payer ce qu'on leur demande avec ce qu'ils reçoivent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Philippe. Oh là, il est bloqué. Problème de connexion. Voilà, une dernière question. Marie? Non, pas Marie? Non, si, elle est là. Non, j'ai rien à ajouter de particulier à ce qui a été dit. Bon, je vois qu'il était fait appel à la directe, là. Je ne sais pas ce que la directe vient faire. Je ne sais pas. J'ai essayé de comprendre, mais je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Donc, je suis David Gatin. Merci pour vos réponses précédentes. J'ai effectivement une procédure en cours, donc c'est moi qui suis demandeur. Et j'ai compris qu'après les deux mises en demeure, il fallait que je prenne contact. Alors, je ne sais plus si je dois prendre contact avec la directe ou pas pour faire une demande de. Je ne sais pas, en fait. Voilà. Donc, je ne sais plus quels sont. Mais c'est une créance commerciale que vous avez? Oui, c'est une créance commerciale. Mais la directe n'a rien à faire là-dedans. D'accord. Bon, alors j'ai dû rater une étape peut-être. Parce que la directe, c'est la direction Travail et de l'emploi. Du travail et de l'emploi. Donc. Alors maintenant, ils ont regroupé avec la DGCCR, enfin, avec l'ex-DGCCR. Non, mais. Donc, alors peut-être que c'est ça que je confonds avec justement la direction générale. La DGCCRF? Oui, peut-être. Oui, mais la DGCCRF, c'est si vous avez un contentieux avec un professionnel sur sur une non-conformité. Oui, les non-conformités ou alors des conditions de vente qui n'ont pas été respectées, mais c'est une procédure parallèle. Vous ne recouvrerez rien là. Mais aujourd'hui, si vous avez un contrat, une facturation et que le dossier est cohérent, allez voir un huissier qui va saisir le tribunal dans le cadre d'une requête portant injonction de payer. Ou à défaut, allez voir un de mes confrères qui vous aiguillera. Ok. Il y a Gabriel Fandin, là. Non, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Madame Flandin, apparemment, est en train de taper, donc si elle veut parler. Madame Flandin. Si vous branchez votre micro, Madame Flandin. Bonjour, désolée. En fait, je n'avais pas envoyé mon message. C'était simplement pour vous remercier de votre intervention. Madame. Merci, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Et pour ceux qui restent aujourd'hui, donc sachez que le tribunal, c'est pas un supermarché, hélas, ou heureusement, je ne sais pas. Mais le tribunal il est ouvert. C'est pas le lieu où on vient enterrer les entreprises. Le tribunal de commerce, c'est un lieu de vie. C'est le lieu où les entreprises naissent. C'est le lieu où les entreprises se développent. C'est le lieu où elles grandissent. Comme une clinique ou un hôpital, on peut y naître, on peut s'y faire soigner, on peut aussi y décéder, c'est la vie. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à passer la porte du tribunal de commerce, demander à rencontrer quelqu'un, surtout si aujourd'hui vous avez quelques difficultés d'exploitation. On a des services de prévention, on a un service de prévention avec 10 juges, dont 2 experts comptables, qui sont là, c'est gratuit, ils sont disponibles et ils peuvent vous aider. J'ajouterai également que nous avons aujourd'hui, grâce et avec l'appui du tribunal judiciaire, nous avons une antenne qui est ouverte auprès de la maison de la jeunesse, et voilà, et non pas de la culture, mais de la maison de la justice et du droit. J'ai trop fréquenté les MJD quand je devais être jeune. Donc, nous avons une antenne
et une présence de 2 demi-journées par mois à la Maison de la Justice et du Droit de Marseille, comme celle d'Aubagne. D'accord ? Donc, si vous souhaitez nous rencontrer, et si notre bâtiment, notre vieux et grand bâtiment de la rue Émile Pollack doit vous impressionner, c'est vrai qu'il est impressionnant, eh bien, on peut vous rencontrer beaucoup plus à l'abri, dans un cadre beaucoup plus intime, au sein de ces maisons de la justice et du droit, sous réserve que vous preniez un rendez-vous avec le juge de permanence, que vous donniez votre numéro de sirène de telle sorte que le greffe puisse nous préparer un dossier et qu'on puisse vous recevoir de façon intelligente et vous être utile. Jackie, on n'aura vu que toi pendant ces 2 heures. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui éteignent leur caméra. Voilà, ben si tout est dit, Philippe, si tu es toujours là, merci de ton accueil. On va finir par prendre l'habitude de venir à l'UPE pour parler aux entreprises. Je pense que ce n'est pas une mauvaise habitude. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci.